Savais-tu quel animal à la silhouette de loup et au dos rayé porte ses petits dans une poche? Aujourd'hui, on va parler du thylacine dans Bête de science. Ah, te voilà! Tu te rappelles de notre machine spéciale? Gabi l'avait utilisée pour t'emmener à la rencontre d'un pachyderme disparu, le mammouth laineux. Moi, aujourd'hui, je te propose un double voyage, en distance et dans le temps. Nous partons pour l'autre bout du monde, la Tasmanie, également appelée l'Utruwita, en langue aborigène Palawakani. C'est une très grande île dont les côtes du nord au sud et d'est en ouest dépassent les 300 km de long. Elle se situe à plus de 240 km au sud de l'Australie. Et je te propose d'atterrir en 1824, ce qui nous fait bondir dans le temps de 200 ans. Accroche-toi, c'est parti! Regarde cette épaisse forêt moussue et ces fougères géantes. Nous avons atterri sur les bords de la Pieman River, un fleuve qui coule au nord de la côte ouest de l'île, avant de se jeter dans l'océan Indien. Nous sommes entourés d'arbres, à tel point que l'on devine à peine le ciel nuageux qui nous surplombe. On se croirait seul au monde ici, sans aucun bruit de voiture, ni de présence humaine. Même si les colons anglais se sont installés un peu partout sur l'île depuis la fin du XVIIIe siècle, certaines zones restent difficiles d'accès et servent de refuge à des centaines d'espèces. Cette étrange forêt épaisse les tient encore à distance, heureusement. Ah, le kookaburra semble d'accord avec moi. Oh, et regarde là-bas! Un aigle pêcheur vient de s'élancer dans l'eau, toutes ses ressorties, pour attraper son repas dans la rivière. La lumière se fait petit à petit rasante. Le crépuscule approche. C'est le moment parfait pour partir à la rencontre de notre héros du jour. Soyons discrets. Même s'il est imposant, notre héros du jour est plutôt du genre timide. En nous avançant un peu plus dans les sous-bois, là où la mousse recouvre le sol, on devrait augmenter nos chances de l'apercevoir. Attention, c'est très facile de s'y enfoncer. Lève bien les pieds. Continuons. Il y a là-bas une sorte de renfoncement, comme une cachette, au pied d'un grand arbre. Je pense que c'est un abri, creusé assez profondément entre les racines. Mettons-nous à l'affût et attendons. Le soleil baisse à l'horizon et la température fraîchit. 30 minutes passent, puis 1 heure. Et enfin, nos efforts finissent par payer. Un animal au long museau émerge de la tanière. On voit sortir son nez, orné d'une truffe noire, sa gueule allongée et sa tête surmontée de 2 oreilles légèrement arrondies. Son pelage, qui oscille entre le beige fauve et le gris pâle, lui, à la lumière du soir. Et quand il émerge totalement de son trou, on voit distinctement les rayures sombres qui zèbrent son dos, comme les rayures d'un tigre. L'animal ressemble un peu à un loup, mais tu peux voir que sa tête est très grande par rapport au reste de son corps, et que ses pattes sont plutôt courtes. Il mesure bien 1,50 m de long, et sa queue ressemble à s'y méprendre à celle d'un kangourou, rigide et peu touffu. Son corps est svelte, presque maigre, et on devine le dessin des côtes de l'animal sous son pelage ras.
Cet étrange mammifère, parfois surnommé tigre de Tasmanie et comparé au loup ou à la hyène par les Européens, est en fait un thylacine, un animal vraiment à part. Son nom révèle le trouble qu'il a provoqué chez les naturalistes étrangers qui l'ont décrit. Thylacinus cynocephalus, ce qui signifie littéralement « chien à poche à tête de chien ». Car oui, même si on peut voir certaines ressemblances avec un loup ou un renard, le thylacine est en réalité un marsupial, tout comme le kangourou, le koala ou le diable de Tasmanie, son cousin le plus proche, dont les cris hantent aussi cette forêt. Mais s'il semble plus placide que son cousin diable, le thylacine est le plus grand prédateur de l'île. Bien que le loup et le thylacine soient tous deux des mammifères, couverts de poils et qui allaitent leurs petits, ce sont des cousins assez éloignés sur l'arbre du vivant. S'ils ont la même allure, c'est qu'ils vivent tous les deux dans des milieux qui se ressemblent. Tous deux sont des carnivores qui mangent de la viande et doivent chasser leur proie dans un milieu forestier. Ils se sont donc adaptés de la même façon aux contraintes de leur environnement. Ces ressemblances, qui ne sont pas héritées d'un ancêtre commun proche, mais qui sont plutôt la conséquence d'une adaptation au milieu de vie de l'animal, sont le résultat de ce que l'on appelle la convergence évolutive. C'est ce phénomène qui explique pourquoi des dauphins et des manchots, des animaux pourtant très différents, se ressemblent autant lorsqu'ils nagent. Leur corps a adopté la même forme, spécifique pour se déplacer vite dans l'eau, car ils vivent tous les deux dans l'océan et s'y sont adaptés de manière similaire. Oh, regarde, il bâille. Il n'est visiblement pas bien réveillé. Mais sa mâchoire s'ouvre et s'ouvre encore. L'angle de l'ouverture de sa gueule est immense. On pourrait presque y caler un ballon de basket. On pense que cette particularité étonnante pourrait l'aider à saisir ses proies avant de les tuer. Malgré son allure de canidé, le thylacine ne chasse pas en meute, comme les loups d'Europe. Il chasse seul, ou à deux éventuellement. Comme ils ont surtout été persécutés de leur vivant et très peu étudiés, la majorité des connaissances que l'on possède aujourd'hui sur leur mode de vie provient de l'étude de leur squelette. Ainsi, leur crâne est surmonté d'une crête osseuse qui indique que le thylacine avait une grande force dans les mâchoires, grâce à des muscles bien accrochés sur sa tête. Aussi, et alors qu'on pourrait penser qu'ils poursuivraient leur proie en courant longtemps, comme le font aujourd'hui les hyènes ou les lycaons, des chiens sauvages africains, on sait désormais qu'ils ont plutôt l'anatomie de chasseurs à l'affût. Comme les tigres dont ils partagent les rayures, ils attendaient probablement que leur proie passe à proximité avant de leur sauter dessus. Notre thylacine sort de notre champ de vision et revient quelques longues minutes plus tard avec une proie entre les crocs. On ne voit pas très bien avec le peu de lumière qu'il y a à cette heure, mais cela ressemble beaucoup à un wallaby, un petit kangourou. On sait que le thylacine se nourrissait de nombreux animaux différents. On a même retrouvé dans l'estomac d'un individu les restes d'un échidné, ces drôles de cousins des ornithorynques qui ont le corps recouvert de piquants et le nez en trompette. Le thylacine pose la proie au sol, et des couinements aigus se font entendre aussitôt au niveau de la crevasse. Une petite tête émerge entre les racines de l'arbre, puis une deuxième, suivie d'une troisième. Notre thylacine est en fait une mère de famille, et elle vient de ramener son repas du soir à ses 3 petits. Quelle chance nous avons! Le mode de reproduction du thylacine sort lui aussi de ce que l'on a l'habitude de voir. Comme je te l'ai dit, notre prédateur tasmanien est un mammifère, mais c'est aussi un marsupial, c'est-à-dire qu'il possède une poche sur le ventre et que ses bébés passent par plusieurs phases de croissance bien distinctes. En fait, c'est un peu comme s'ils naissaient 2 fois. Alors qu'ils sont encore tout petits et qu'ils ne mesurent que quelques centimètres de long, les bébés thylacines qui sont encore au stade de larve sortent de l'utérus de leur maman. C'est la première naissance. Mais un deuxième abri les attend pour poursuivre leur développement. Après avoir rampé hors de l'utérus, ils doivent se mettre à l'exercice et grimper jusqu'au marsupium de leur maman, la poche spéciale des marsupiaux.
Là, ils pourront s'accrocher à une des 4 tétines qui s'y trouvent pour y prendre des forces. Ils restent pendant des mois dans cette poche, tandis qu'ils ne passent que quelques très courtes semaines dans l'utérus de leur mère. C'est donc un mode de croissance très différent de ce que l'on peut voir chez les autres mammifères, où les petits se développent entièrement dans l'utérus lors de la gestation. Et chose surprenante, alors que la poche des kangourous et des wallabies s'ouvre vers l'avant, la poche du thylacine s'ouvre, elle, vers l'arrière, comme celle du diable de Tasmanie ou du chat marsupial, appelé Cole en anglais, qui sont ses plus proches cousins actuels. Ainsi, les petits installés dans la poche de leur maman regardent vers sa queue au lieu de vers sa tête. Les Australiens appellent tous les bébés marsupiaux, du wombat en passant par le koala et le kangourou, des joey. Trop mignon, non ? Après avoir passé plusieurs mois dans la poche de leur mère, les petits thylacines passeront encore plusieurs mois bien cachés, à l'abri dans leur tanière, où leur mère leur apporte à manger. On peut dire qu'ils prennent leur temps. Mais nos joey sont déjà assez grands, ils ne devraient plus tarder à se nourrir tout seuls. En observant cette petite famille profiter de son repas, il est difficile d'imaginer que dans un peu plus de 100 ans, le thylacine aura complètement disparu de la surface de la Terre. Que s'est-il passé exactement ? Et est-on bien sûr qu'il n'en reste plus aucun, caché dans des recoins inaccessibles ? Voyons cela. Si le thylacine, le plus grand prédateur de Tasmanie, a disparu, tu t'en doutes, ce n'est pas par magie. Les colons britanniques, arrivés sur place dès la fin du XVIIIe siècle, voient cet animal d'un mauvais œil. Ils l'accusent de s'en prendre à leurs poules et à leurs moutons, amenés sur l'île pour le commerce à partir de 1820. Mais ces rumeurs sont sans doute très exagérées. Une fameuse photo qui montre un thylacine tenant une poule dans sa gueule est, en réalité, une image trafiquée avec un thylacine empaillé. Le détournement d'image pour propager des fausses informations ne date pas d'hier. Le problème, c'est que tout le monde y a cru. Et dès 1830, la tête de notre loup marsupial est mise à prix. En 1888, le gouvernement tasmanien offre 1 livre pour chaque adulte tué et 10 shillings par jeune exterminé. En 1909, c'est plus de 2180 primes qui ont été distribuées. Or, les scientifiques estiment qu'il ne restait que 5000 thylacines en Tasmanie quand les colons sont arrivés. N'oublions pas que ces animaux étaient endémiques, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient que sur cette île. Leur population était donc déjà réduite et fragilisée par une faible diversité génétique. Les adultes se reproduisaient parfois entre individus de la même famille, par manque de partenaires, réduisant ainsi leurs chances de vivre en bonne santé. Mais au début des années 1930, on s'interroge. On s'inquiète même un peu. Qui a vu un thylacine récemment ? Après plus d'1 siècle de chasse intensive, l'animal est devenu rarissime. En 1936, son statut change, et d'ennemi numéro 1, il se transforme en une rareté à protéger. Mais il est déjà trop tard. Le dernier animal vivant connu s'éteint au zoo Beaumaris de Hobart, 59 jours après ce changement de statut, le 7 septembre 1936. La date du 7 septembre est d'ailleurs célébrée depuis 1996 comme la journée nationale des espèces menacées en Australie, en hommage à ce dernier individu. Et depuis 1957, le blason officiel de la Tasmanie montre 2 thylacines fièrement dressés. Mais rien n'y fait. Au même titre que le dodo de l'île Maurice, le thylacine incarne notre culpabilité et les dégâts irréparables causés par l'être humain sur la faune qui l'entoure. Alors, on essaye de se consoler, de garder l'espoir. Le thylacine du zoo de Hobart qu'on peut encore voir à travers quelques extraits vidéo, était-il bien le dernier ? La Tasmanie est un grand territoire de plus de 64 000 km², désert et sauvage. Des thylacines existent encore peut-être, quelque part, cachés loin de la folie des humains. C'est en tout cas ce que de nombreux doux rêveurs veulent croire. Le nombre de témoignages qui émanent parfois de personnes scientifiques sérieuses sème le doute. Certains chercheurs se sont même penchés sur la question. C'est le cas de Barry Brook et de son équipe qui ont publié en janvier 2021 un article où ils analysent en détail 1237 indices géolocalisés enregistrés entre 1910 et 2019 et classés des plus sûrs aux plus fantaisistes.
Il dénombre les fois où un thylacine a été capturé ou abattu, les témoignages d'observation, issus de sources de première main, bushmen, scientifiques, membres officiels des parcs, etc. Leurs analyses leur permettent de recréer une carte de la distribution des animaux et de mieux évaluer la date exacte de leur extinction. Leur conclusion ? L'équipe explique que si le thylacine est bel et bien éteint aujourd'hui, les derniers spécimens auraient disparu à la fin des années 1990 ou au début des années 2000, et non pas en 1936. En attendant, tous les ans, de nouveaux explorateurs amateurs présentent des images de pièges photographiques avec l'espoir de recroiser l'ombre du loup marsupial. Mais pour l'instant, ce ne sont que des opossums ou des wallabies farceurs qui se font flasher. Certains rêvent même de pouvoir cloner l'animal à partir de spécimens conservés en musée. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Pourra-t-on un jour revoir le thylacine fouler cette terre ? Rêve fou ou quête accessible ? Je te laisse décider. Allez, on récapitule. Le thylacine est un mammifère marsupial endémique de l'île de Tasmanie, ou Lutruwita, située au sud de l'Australie. Comparé au tigre à cause des rayures noires sur son dos, ou au loup pour son allure, le thylacine est en réalité un animal à part. Il possède une poche ventrale, comme les kangourous et les koalas. Il peut ouvrir sa mâchoire très grand et chasse en solitaire. Dès l'arrivée des colons britanniques à la fin du XVIIIe siècle, il a été intensivement chassé, jusqu'à la mort du dernier individu connu, le 7 septembre 1936, au zoo de Hobart. Déclaré éteint, cet animal mystérieux suscite toujours l'espoir et l'enthousiasme, et de nombreux rêveurs espèrent qu'il se cache encore dans les profondeurs impénétrables de la forêt. Alors, pas si bête le thylacine ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.